nous sommes en direct des débats de la Maison Pro en Avignon avec Marie-Josée Malice. Donc Marie-Josée Malice, est-ce que vous voulez peut-être vous présenter en quelques mots? Alors bonjour, je suis donc Marie-Josée Malice, je dirige le théâtre de la commune d'Aubervilliers, qui est un centre dramatique national, et je suis metteur en scène et aussi formatrice de théâtre en fait, voilà. Alors, le débat d'aujourd'hui portait sur le lien entre la culture et le contrat social. Donc, je voudrais vous reposer une question relativement générale pour commencer. Pour vous, justement, quel est ce lien entre la culture et le contrat social? Quel est le rôle de la culture? Je l'ai associé directement à Rousseau pour dire que, en fait, selon moi, il n'y a contrat social que quand il y a proposition faite aux gens de construire une organisation sociale qui contribue à plus d'égalité et de justice. Donc c'est une construction. Il faut un projet politique dynamique. Ça n'est pas seulement la gestion d'un état de fait, c'est une invitation qui est faite aux gens de contribuer activement et par soi-même à voilà, une société harmonieuse et inspirée par des principes d'égalité. À cet égard, donc l'art, et ça c'est très important de le dire, l'art est en quelque sorte l'outil que l'humanité se donne pour petit à petit apprendre à aimer le monde autrement, à élargir sa vision du monde, apprendre à aimer ce qui nous fait peur, l'étranger, ce qui nous défait, ce qui nous dépossède. Pourquoi l'art aide ça? Parce que l'art propose des langages, des formes nouvelles, inconnues, qui vont mettre en valeur ces aspects de la réalité qui nous font peur. Parce que l'être humain a besoin de sécurité, de stabilité. Et il faut donc que cette stabilité, cette sécurité soit contrariée par d'autres discours. Et l'art, c'est très beau, enfin le théâtre en particulier, parce que ça propose autre chose, une manière un peu moins sûre de vivre. Et en même temps, cette manière sûre de vivre, on voit par les formes artistiques qu'elle comporte beaucoup plus de joie, beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de sentiments d'être bénéfique que nous le propose la vie quotidienne quand elle est simplement une stricte gestion des besoins et des nécessités en fait. Donc l'art, le théâtre, intervient dans le contrat social si le contrat social est un contrat social sérieux, à savoir inventons le monde, et l'art aide à se donner les visions de ce nouveau monde en fait. Alors, si je comprends ce que vous avez dit et que j'essaye peut-être de le résumer, pour vous, l'art, la culture et plus particulièrement l'art, c'est un agent provocateur qui vient questionner finalement la vision du monde des gens et qui leur propose une autre vision du monde, une vision plus juste, plus harmonieuse. Comment est-ce qu'on met ça en œuvre localement? Ah, localement, bon, d'abord, on le met en œuvre localement. La première localité, c'est évidemment les organisations artistiques qu'on a, les compagnies, etc., où il est très évident qu'on met ça en œuvre, puisque quand on répète, on cherche avec toute une communauté amicale de travail, on cherche ce qui est le plus juste entre nous, ce qui produit le sentiment le plus grand de la beauté, de la vie. On se demande si quand on manipule comme ça les acteurs, les signes du réel, on se demande quand on les manipule si on a fait rentrer de l'air dans la pièce, si on a le sentiment d'être plus vivant en faisant ça qu'en ne le faisant pas. C'est ce qu'on appelle la beauté en un sens, hein, quelle que soit la forme de cette beauté. Et après, localement, quand on dirige un lieu, alors en effet, cette localité se déplace aussi à l'endroit des gens qui habitent dans le lieu, qui sont proches de nous, et à qui on propose en effet aussi d'être comment dire, concernés par cette mise en œuvre de la subjectivité. En fait, les gens, ce qu'on leur propose, c'est est-ce que vous voulez avec nous vérifier que quand vous êtes avec nous, quand nous travaillons ensemble, quand vous venez voir nos spectacles, mais aussi quand nous enquêtons auprès de vous, nous vous posons des questions sur la vie, est-ce que vous voulez bien vérifier que, en un sens, nous fabriquons ces nouveaux sujets, cette nouvelle, oui, ces nouveaux sujets, cette nouvelle manière de désirer la vie, quoi. Et ça ne peut se faire que localement, parce qu'en fait, on s'adresse à des gens, on a besoin des gens qui sont sur place, c'est à une échelle très très concrète, on n'est pas suspendu en train de s'adresser à des écrans, on a besoin des gens qui sont là, quoi, voilà. Vous nous avez parlé pendant les débats d'une école que vous avez montée. Ça me paraît être un exemple vraiment, alors je ne sais pas s'il est unique, mais en tout cas extrêmement intéressant. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots là-dessus?
Oui, je pense que c'est un exemple unique parce qu'en fait, c'est pas une école de théâtre, c'est donc dans un théâtre la décision d'ouvrir une école qui est en fait une école politique et intellectuelle qui a pour objectif, donc qui s'adresse à ce qu'on a appelé les laissés pour compte, à savoir vraiment les gens qui ne sont pas pris dans le compte du pays, ceux qui n'ont pas de papier, ceux qui sont dans des situations administratives très fragiles, les jeunes qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de diplôme. Et le pari qu'on a fait, c'est qu'en fait, on avait besoin d'eux pour réparer et réfléchir à beaucoup de questions qui sont bonnes pour tout le monde dans le pays. Ces questions, c'est mais qu'est-ce que c'est que l'étude aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que l'école aujourd'hui? Pourquoi est-ce que l'école fabrique tant d'échecs? Et cet échec dont ces jeunes de nos quartiers sont l'illustration. Donc, on a besoin de lieux pour réfléchir à ce que devrait être une école qui ne fabrique pas de l'échec mais du bonheur. Et on a besoin du coup d'en parler avec les jeunes qui sont évidemment, qui ont des idées très concrètes de ce que l'école aurait dû être pour eux. On réfléchit aussi évidemment à qu'est-ce que c'est que le travail, qu'est-ce que c'est que, en un sens, l'action dans le monde, qu'est-ce que c'est que produire quelque chose dans le monde. Et on le fait avec ceux qui, évidemment, ont l'expérience la plus abîmée, voire pas d'expérience du tout du travail, et qui du coup sont en grande capacité aussi de rêver, de désirer ce que devrait être le travail pour eux. C'est une école magnifique parce elle est à égalité, tout le monde est porteur de connaissances. Et pourtant, je dirais, dans cette école, il y a en effet des étrangers, des jeunes, etc. Mais il y a aussi des grands intellectuels comme Alain Badiou, des artistes comme moi ou d'autres, Maggie Marin se disait intéressée, Jérôme Bell, etc. Donc c'est vraiment comme ça, un paysage très très diversifié de gens qui ont décidé qu'il fallait maintenant des lieux de ce type pour retravailler tous ensemble à réparer ce qui est en souffrance dans notre pays. Et pour réparer ce qui est en souffrance, on a besoin de tout le monde, en fait. Voilà. Mm. Alors, l'ambition de cette école, quelque part, c'est de réparer un lien social, en tout cas de se reposer cette question, de se demander comment agir, comment améliorer les choses. Cette injonction qui est parfois faite à la culture et aux artistes de réparer le lien social, est-ce que ce n'est pas une injonction qui est un peu forte et puis parfois aussi un peu dangereuse? Oui, mais pour moi, c'est ce que je vous disais au début, ça n'existe pas le lien social dans une société statique. Le lien social n'existe pas. Dans une société où personne ne peut avoir le sentiment réel, concret, qu'on attend de lui qu'il transforme le monde, qu'il contribue activement à l'amélioration du monde, dans une société statique où toutes les places sont arrêtées, où tout est bloqué, il ne peut pas y avoir de lien social. Il ne peut pas y avoir de lien social, ça n'existe pas. C'est de la foutaise. Et auquel cas, on nous demanderait alors de faire un simulacre. Et en un sens, on nous demanderait d'être des anesthésiants. Des anesthésiants, des justes colères, impatience, désir des gens. Alors, pour moi, il va de soi que c'est hors de question que je remplisse une telle fonction. Pour moi, on ne peut parler de lien que quand, en effet, on prend très au sérieux le fait que les gens sont là, que chacun a quelque chose à dire sur la situation, que ce qu'il a à dire doit être entendu et doit se transformer en possibilité d'action concrète. Moi, je ne suis là que pour ça. Je ne suis là que pour aider cette capacité d'intervention et cette capacité de nommer, de s'autoriser à nommer comment je veux vivre. En dehors de ça, si on me demande de calmer les jeunes qui ne sont pas contents, je dirais, alors là, certainement pas. Certainement pas. On entend une position qui est presque révolutionnaire. Est-ce que vous êtes confortable avec ce qualificatif? Est-ce que ça s'applique au théâtre? Bon, je pense que la révolution n'est plus le bon schéma, à vrai dire. Je pense que la révolution, c'est un schéma qui procède par une vision ancienne qui était très belle, mais qu'il faut interroger, qui partait de l'idée qu'il y avait la moitié de l'humanité contre l'autre moitié, qu'il fallait faire table rase. Je pense que donc elle implique un schéma violent et un effet de destruction des obstacles. Et on voit bien aujourd'hui qu'il s'agit plus du tout de ça. En fait, on voit bien que les gens qui cherchent à continuer à transformer le monde, pas du tout à s'acclimater. Hein. Les gens qui cherchent disent qu'en un sens, il faut le faire par des processus extraordinairement amicaux, qui comportent le moins de destruction possible et qui véritablement d'abord réouvrent, reprononcent qu'il faut faire confiance et que le premier, à mon avis, slogan de la transformation du monde, le premier slogan, si vous voulez, révolutionnaire, mais de révolution sans violence, le premier slogan, c'est que l'homme est bon et qu'il faut croire, il faut arrêter de croire ce qu'on nous dit
qui consisterait à dire que l'homme n'est pas capable, etc., du bien. Et il faut simplement dire une première chose, c'est que l'homme est bon et que la politique doit être à la hauteur de la bonté des hommes. Et qu'il faut croire qu'en effet, les hommes cherchent tous à être heureux au sens où ils cherchent tous du coup à être concernés dans un bonheur collectif. Voilà. Et que c'est pas vrai que la majorité des individus pensent que leur bonheur passe par l'intérêt privé. Ça n'est pas vrai. L'homme cherche à être utile aux autres. Il est bon. Voilà. Marie-Josée Malice, on entend dans ce que vous venez de dire à la fois beaucoup d'engagement et aussi beaucoup de foi en l'être humain, ce qui est très rafraîchissant. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et puis à bientôt peut-être.